Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la réponse musclée du chef de l'État au mouvement sécessionniste anglophone. Selon le gouverneur du Sud-Ouest, Paul Biya vient d'ordonner une mobilisation de l'armée pour contrecarrer cette tentative de partition du Cameroun telle que projetée le 1er octobre 2017 face à la menace séparatiste. L'on note qu'il y a 72 heures de couvre-feu qui sont annoncées dès demain vendredi dans le Sud-Ouest. Cette décision des autorités administratives résonne dans les esprits comme un air d'état d'urgence. À suivre dans ce journal l'intégralité des mesures de restriction des libertés qui entrent en vigueur dès demain vendredi et la réaction de la classe politique. Le cercle vicieux des crises économiques vécues en Afrique centrale préoccupe les Nations Unies. Sa commission économique pour l'Afrique scrute les difficultés structurelles qui plombent le développement socio-économique de la sous-région Afrique centrale. On en parle au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Suite aux escalades de violence, la propagation des messages radicaux et sécessionnistes anglophones, le gouverneur du Sud-Ouest annonce une mobilisation de l'armée pour préserver l'intégrité du territoire, garantir la sécurité des personnes et leurs biens dans cette région en proie à la crise anglophone. Bernard Okalabilai précise qu'il s'agit d'une instruction du chef de l'État. Dans un tel climat tendu, le gouverneur du Sud-Ouest exhorte les populations à rester calmes. Il les invite à ignorer les appels à manifestation pour ce week-end. Le gouverneur du Sud-Ouest déclare que les éventuels fauteurs de troubles vont faire face à une réaction ferme des forces armées. L'autorité administrative conseille aux parents de garder leurs enfants à la maison. Et pour contrecarrer cette tentative de partition du Cameroun, une série de mesures de restriction est annoncée dès demain vendredi à partir de 21 h jusqu'à lundi 2 octobre 2017 dans la région du Sud-Ouest. Selon le gouverneur de cette région, la circulation des motos-taxis est interdite dès demain vendredi soir. Le transport interurbain est suspendu entre les différentes villes et départements du Sud-Ouest. Les frontières maritimes et terrestres sont fermées. Les snack-bars et discothèques sont interdits de fonctionner à partir de demain vendredi soir jusqu'à lundi. Toutes les activités économiques portuaires et de pêche sont suspendues. Le gouverneur interdit les rassemblements de plus de 4 personnes dans les lieux publics dès demain vendredi soir. Et toutes ces mesures de restriction entrent en vigueur dès demain vendredi à partir de 21 h et sont en vigueur jusqu'à lundi 2 octobre 2017 dans la région du Sud-Ouest. C'est un communiqué signé du gouverneur de cette région. Au regard de la tournure radicale de la crise anglophone, la réaction musclée des pouvoirs publics est-elle appropriée pour apaiser les tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Le docteur Adamou Ndamdoya estime que cette utilisation de la force disproportionnée ne va pas arranger la situation. Le président de l'UDC pense qu'il faut privilégier le dialogue en vue de préserver l'avenir sociopolitique du Cameroun. Évocation dans ce reportage de Joël Essengé et Guy Zogo. À l'Union démocratique du Cameroun, UDC, la situation préoccupante consécutive à la crise anglophone qui a conduit aux événements du 22 septembre dernier est regrettable, selon le président de ce parti. Tout patriote, tout républicain, tout Camerounais qui aime son pays, on peut être malheureux, très malheureux, d'avoir à faire face à de tels événements, de voir que les fils et les filles de notre pays connaissent des confrontations violentes avec des victimes. C'est très malheureux. Loin cependant de la posture qui consiste à accabler, l'UDC appelle à s'interroger sur le pourquoi de cette situation. Ce qui est préoccupation, ce qui doit être notre préoccupation, ce n'est pas pleurer ou accuser ou crier, c'est se demander pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. Aussi, du point de vue de ce parti, les causes de l'échec actuel sont connues. Nous en sommes arrivés parce que dans le fond, il y a eu des lectures diverses en ce qui concerne la vie de notre pays. Ces lectures
qui n'ont pas amené les générations depuis l'indépendance à imiter les pères fondateurs qui avaient cru à nos particularités, qui avaient cru à nos diversités. De la sorte, selon le président de l'UDC, il n'y a qu'à suivre les pas des pères fondateurs. Non seulement les pères fondateurs ont donné les bases juridiques du pays. Ces bases juridiques qui ont abouti à la naissance de la fédération, la République fédérale du Cameroun. Mais ils ont aussi donné des bases politiques, des formules d'approche sur la base de concertation, sur la base de dialogue, pour continuer en harmonie à consolider des particularités qui font du Cameroun cette Afrique en miniature. Ce qui consolide la critique à l'endroit de la marche du Cameroun depuis 1961. Mais malheureusement, nous avons assisté progressivement à l'élimination des formations politiques après 61 pour arriver à une seule formation politique, maintenant à la République unie du Cameroun, après le référendum de 72. Bon, est-ce que ça s'est fait sur des bases de concertation? Mais cela peut se revendiquer de la démocratie qui est un référendum. C'est ça. Mais est-ce que ça a respecté l'esprit des pères fondateurs? C'est ça le point d'interrogation. Malgré les insuffisances ainsi relevées, l'UDC appelle à ne pas réitérer les événements qui ont ensanglanté le Cameroun après son indépendance. Nous avons assisté aux premières heures de l'indépendance, juste avant l'indépendance, à des tueries dans les maquis, à des assassinats dans les maquis, que ce soit dans la Sénégal-Maritime ou à l'ouest. Nous avons assisté à des traumatismes très forts qui marquent encore les populations. Nous ne voulons plus de cela. Un message d'apaisement dont la portée sera confrontée à la réalité le 1er octobre prochain. Après l'échec de certains membres du gouvernement dans la résolution de la crise anglophone, des acteurs politiques se proposent d'être les médiateurs d'un dialogue plus inclusif. C'est le cas d'Olivier Billet de l'UFP. Il s'exprime dans ce reportage de Guy Zogo. Devant la crise anglophone qui s'aggrave, Olivier Billet se pose en recours. Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, le président de l'Union pour la fraternité et la prospérité, UFP, s'est porté candidat pour conduire une médiation dans cette crise. Face à l'impasse radicale vers laquelle cette affaire a mené le pays tout entier, et considérant les périls incalculables auxquels la nation est désormais exposée, je me rends disponible, ici et maintenant, pour diriger une médiation ouverte qui se révèle aujourd'hui indispensable. Il souligne néanmoins qu'il revient désormais au chef de l'État par un acte de mettre en route cette initiative. Le président de la République doit prendre un décret de mise en place de cette commission-là, de médiation. Parce qu'au point où nous sommes rendus, je ne vois personne aborder la question sous l'angle de la médiation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me rendre disponible. Je ne me suis pas porté candidat. Je préfère l'expression se rendre disponible pour le pays afin de conduire cette médiation. En attendant, le président de l'UFP a déjà sa feuille de route constituée de points précis à dérouler. Il s'agit tout simplement de mettre en œuvre le programme de médiation en 5 points ci-après. 1. Constituer la totalité de l'équipe de médiation en désignant les autres membres de cette commission. 2. Préparer et organiser le grand dialogue national. 3. Organiser une consultation populaire sous la forme d'un référendum sur le thème de la forme de l'État désiré par le peuple du Cameroun issu de la partie anglophone. 4. Établir les modalités de mise en application des différentes résolutions prises sous la houlette du comité de médiation. 5. Enfin, organiser des activités de réjouissance populaire et nationale, y compris des prières d'action de grâce à l'Éternel, après la mise en œuvre de l'ensemble des résolutions et modalités du vivre ensemble, ainsi décidées par les Camerounais des deux rives du Mungo. Le président de l'UFP souligne néanmoins, pour le regretter, la sortie de l'Assemblée nationale
qui, à son sens, a adopté un ton belliciste. J'ai été étonné du ton de ce communiqué. J'ai été étonné des relents bellicistes et des relents, je dirais, anti-dialogue finalement, qui ressortaient de ce communiqué. Il me semble que le temps ne peut pas être à des propos qui sont des propos de stigmatisation, à des propos d'invective, à des propos de provocation, de part et d'autre d'ailleurs. Cette initiative de l'UFP rejoint celle de Cabral Libye, l'initiateur du mouvement 11 millions d'inscrits qui s'est aussi porté candidat via Internet à conduire une telle mission de bons offices dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que Dieu bénisse et relève le Cameroun. Pendant ce temps, rien n'a été décidé sur le sort des personnes encore incarcéré dans le cadre de la crise anglophone. Mancho BBC, l'un des leaders de cette contestation anglophone, et d'autres co-accusés étaient au tribunal militaire ce jeudi à Yaoundé. L'audience a été perturbée par le malaise d'un avocat de la partie civile et l'affaire a été ajournée au 26 octobre pour composition régulière du tribunal. Alors que les internautes camerounais se plaignent de la qualité de la connexion Internet, certains soupçonnent le gouvernement d'avoir l'intention de procéder à une nouvelle coupure de la connexion Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le ministre des Postes et Télécommunications dément ces allégations. Minette Liban-Likem dénonce des manipulations et dérives auxquelles se livrent les usagers des réseaux sociaux en toute irresponsabilité. Et une autre affaire qui continue de cristalliser l'attention de l'opinion nationale, c'est le procès qui oppose les victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka à la société Camrail, pénalement responsable de ce drame. L'audience correctionnelle s'est tenue ce jeudi matin au tribunal situé à Ezeka. L'ancien directeur général de Camrail, Vandenbonne Didier et 12 autres personnes sont poursuivis pour activités dangereuses, homicides et blessures involontaires. Selon un collectif d'avocats des victimes, les débats vont s'ouvrir le 11 octobre 2017, date de la prochaine audience. Une série noire de viols sur mineurs défraie la chronique. Dans le 5e arrondissement de Douala, des jeunes garçons sont victimes d'abus sexuels depuis plusieurs mois et le parent de l'une des victimes a choisi de briser le silence et surmonter les menaces pour porter plainte contre le présumé auteur de ces actes. Farel Bounia et Étienne Pascal Azégué. Au micro que la mère du petit Alain Magloire a souhaité se confier à l'équipe de reportage d'Equinox Radio et Télévision. Elle qui soutient Mordicus que son fils a été agressé sexuellement par un certain Junior qui sera âgé de 20 ans et habiterait le quartier Bépanda 54 Escalier. Dans la nuit de dimanche, j'ai été interpellée à la maison. C'est ma nourrice qui m'appelle, celle qui vient avec l'enfant qui m'appelle et me dit demain matin à 6h il faut venir à la maison. Quand je dis mais qu'est-ce qu'il y a, elle me dit que l'enfant qui a un certain Junior au quartier qui a violé l'enfant par derrière. J'ai appelé deux de mes amis qui sont allés dans la maison de Junior là. C'est là où on lui pose la question de savoir si ce qu'on dit est vrai. Il dit que lui c'est vrai, on dit que tu as fait ça combien d'enfants. Il a cité le nom des 3 enfants comme nous étions 3 parents. Passé cette étape d'alerte, Dédi, qui est le petit nom de la mère de la victime, s'est par la suite rapproché des services sanitaires pour s'enquérir de l'état de santé de son fils. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital de Dédou, il y a une dame qui nous a reçu, elle a consulté mon fils, elle a dit réellement l'enfant a été violé, mais la nuque de l'enfant est légèrement ouverte. La dame demande à l'enfant, il faut faire ça quand? Il dit qu'il avait fait ça un mercredi quand il était rentré des classes et samedi. On nous a demandé de venir le lendemain faire le test de VIH. Si l'enfant n'a pas été infecté, je suis venue le lendemain faire le test de VIH. Moi j'ai dit, je ne peux pas accepter le résultat qu'on a fait tant qu'on n'a pas passé les appareils sur l'enfant pour voir si réellement l'enfant n'a pas été détruit de l'intérieur. Quand j'arrive à l'hôpital à Kentini, le lundi, à peut-être midi, j'ai marché, les autres infirmières ne reconnaissaient pas que j'étais un proctologue. L'examen proctologique du petit Alain Magloire indique certes aucune particularité, mais sa génitrice a déposé une plainte auprès du commissariat du 7e arrondissement. Le présumé violeur, qui ne serait pas son premier forfait, dit avoir été initié dans une église
à Belabo dans la région de l'Est Cameroun, d'après la mère de la victime. Le dit Junior déclare qu'il est dans une église. C'est à l'église que on a commencé à lui faire ça. Que celui qui lui a fait ça sort d'une église, faisait la chorale ensemble. C'est là où celui-là a commencé à lui faire ça. Il a donné le nom du gars où il a parlé d'un certain Arnold à Belabo. C'est là où lui il a pris goût et qui est en train de faire ça sur les enfants. Les informations recoupées auprès du commissariat du 7e arrondissement de Douala vont nous révéler que Junior, le présumé violeur, a été déféré au parquet de Ndokoti, où l'affaire va certainement suivre son cours. Vous n'avez peut-être pas oublié ce proviseur du lycée bilingue de Fumbane, poignardé à mort durant une agression dans sa résidence, alors que les mobiles de ce crime sont flous. Des moyens scientifiques et même mystiques sont mobilisés pour retrouver les meurtriers et les commanditaires de cet acte odieux et barbare. Autorités administratives et traditionnelles ont pris cet engagement ce jour à Fumbane. Mama Soufor, Dallas Tiana et Jean-Paul Funiat. Quelques jours après le meurtre du proviseur Charles Etundi, le sous-préfet de Fumbane vient présenter les condoléances de l'autorité publique et apaiser la douleur de la famille éducative du lycée bilingue de la localité, encore sous le choc. Je suis venu aussi vous dire, n'est-ce pas, que tout sera mis en œuvre pour retrouver ceux qui ont perpétré ces crimes abominables pour qu'ils répondent de leurs actes. En plus des enquêtes scientifiques en cours, Michael Tenemo met à contribution les détenteurs du pouvoir mystique dans la recherche des coupables de l'assassinat du défunt proviseur. J'ai demandé aux chefs ici présents d'user de nos procédés, de nos technologies mystiques positives pour que ceux qui ont perpétré, n'est-ce pas, ces crimes odieux puissent, n'est-ce pas, répondre de leurs actes. Interpellés dans cette chasse aux meurtriers du proviseur Charles Etundi, notables et chefs traditionnels du coin promettent de jouer le jeu. C'est pas un pasteur, c'est pas un proviseur, c'est pas un prêtre qui doit être assassiné. Parce que c'est les gens qui sont chargés de convoyer les intelligences. Comme l'a dit le sous-préfet, nous ferons ce qui est de notre possibilité pour pouvoir mettre la main sur ces malfrats. Et pour taire la polémique sur les mobiles de ce maître qui seraient liés aux origines de ce défunt chef d'établissement, les notables et patriarches de Kunga, à la suite du sultan de Bamoun, rejettent la thèse d'un assassinat tribaliste. Le proviseur était un Camerounais. Il est mort, comme nous le disons dans l'armée, sur le champ de bataille. Restons sereins, restons courageux. Face à une famille éducative, tout apeurée dans toute la ville, le sous-préfet Michael Tenemo réaffirme la primauté de l'État dans la sécurité des citoyens. Ne pensez pas, n'est-ce pas, que vous avez été abandonné. Non. Vraiment, j'ai eu dit hier, n'est-ce pas, que certains enseignants projetteraient une marche aujourd'hui. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Dans la mesure où l'État ne vous a jamais abandonné. Et il continuera, n'est-ce pas, à tout faire, n'est-ce pas, pour assurer votre sécurité. Enseignants et élèves du lycée bilingue Ibrahim Bombodjoya de Fumbane attendent vivement que toute la lumière soit faite sur le meurtre de leur proviseur. En plus des agressions mortelles, des réseaux d'arnaques gravitent autour des palais de justice au Cameroun. 2 individus ont usurpé le titre d'avocat pour extorquer une somme de 80 millions de francs CFA à une victime dans la capitale économique. Des vrais avocats crient au scandale et tentent d'édifier les usagers sur les méthodes pour reconnaître l'ivresse, pour reconnaître le bon gré de l'ivresse. Reportage avec Gladys Sidier. La profession d'avocat est de plus en plus gangrénée par des imposteurs, des sans-foi ni loi qui recrutent leurs victimes à l'entrée des tribunaux. La dernière victime en date dans la ville de Douala s'est fait estorquer plusieurs millions de francs CFA. Les faux avocats en stage dans un cabinet de sources policières utilisaient des documents appartenant à un avocat inscrit au barreau du Cameroun. Il était donc difficile pour la victime de les démasquer. La personne qui a dépensé 80 millions a été trop naïf. Parce que vous ne pouvez pas regarder quelqu'un au bord de la route pour commencer à parler, n'est-ce pas, d'une affaire de tel ambigu. Ça, n'est-ce pas, chercher à savoir qui est la personne à qui vous parlez. Vous devez d'abord aller vérifier là où se trouve son cabinet. Parce que c'est sûr qu'il y a eu échange de documents. Ou bien
vous devez demander aux autres avocats que est-ce que telle personne, en plus vous seulement allons parler de justice, vous demandez à telle ou telle personne est-ce que telle personne est avocat ou pas. Vous pouvez bien vérifier. On a des tableaux. Et ces tableaux se trouvent récemment dans le bureau, dans les cabinets de certains avocats. De l'avis de l'avocat, plusieurs signes peuvent tout de même permettre de distinguer un homme de loi confirmé d'un imposteur. Et lorsque vous constatez que le cachet est livré de son nom, vous cherchez à savoir pourquoi. Je vois le nom de son cachet, on a bien écrit Maître Achou. Mais le soir, j'ai parlé avec M. Babila, et ça veut dire que non, qui ne va pas. Comme ça, il y a des escrocs dans tous les métiers. Il y a des usurpateurs électriques dans tous les métiers. Mais c'est à vous, le client, n'est-ce pas, de vérifier que la personne à qui, n'est-ce pas, vous avez affaire, n'est-ce pas, est celui-là avec qui vous voulez vraiment traiter. Nos clients viennent, n'est-ce pas, par les recommandations de notre client. C'est-à-dire que le client vous recommande que il y a tel avocat, pas le voir, vous donne son adresse. Vous venez vous vérifier là où il est, et vous donne sa carte de visite. Mais si vous ne faites pas ça, vous commencez à engager rapidement sans vérifier, ça veut dire qu'il y a eu des complices qui vous ont trompé. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un vous trouve quelqu'un en route. Il n'a pas de bureau et vous commencez à traiter avec la personne. Les autorités compétentes sont aussi invitées à filtrer les entrées des tribunaux, lieu où s'établit très souvent le premier contact entre les victimes et leurs bourreaux. Je vous le disais en titre, le cercle vicieux des crises économiques vécues en Afrique centrale préoccupe les Nations Unies. Sa commission économique pour l'Afrique scrute les difficultés qui plombent le développement industriel de la sous-région Afrique centrale. Un comité intergouvernemental d'experts est réuni à Douala depuis quelques jours pour élaborer des réformes structurelles en vue de diversifier les économies de la sous-région. Des précisions avec Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangao. Dépendant des revenus du pétrole, pour la plupart d'entre eux, les pays de l'Afrique centrale, depuis l'instabilité et la chute du prix du baril, ont du mal à maintenir leurs économies dans la croissance. Une situation qui, selon des experts du Centre des données de l'ONU, doit vite trouver des solutions palliatives. Il faut casser cette dépendance dans le secteur pétrolier et créer une économie à base large. Il faut créer des industries qui feraient plus de participation, notamment les industries manufacturières. Elles sont connues dans le monde à avoir un potentiel à créer beaucoup plus d'emplois décents qui emploient le maximum parce qu'elles sont moins intensives en capital mais plus intensives en facteur travail. Donc ça permet de générer des emplois décents pour la majorité de la population, contrairement au secteur extractif qui demande peu de facteurs travail mais plus de capital. La récession économique se dessinant pour ces pays de l'Afrique centrale, leurs restrictions dans des programmes d'ajustement structurel étaient évidentes. Vous savez que pour un pays, pour qu'il continue de croître, il faut qu'il continue de donner confiance, n'est-ce pas? Un pays qui est en perpétuelle récession n'attire pas les investisseurs. Un pays qui connaît des déséquilibres tels que l'inflation et tout ça n'attire pas les investisseurs. Donc il faut une certaine stabilisation macroéconomique. D'où l'objectif de ces programmes d'ajustement. C'est nécessaire pour le court terme, mais ces pays eux-mêmes se sont engagés dans le long terme à poursuivre une diversification intensive dont je parlais tantôt. Diversification de l'économie dans le sens de ne plus être complètement dépendant de ces secteurs extractifs. Il est donc impératif pour ces pays de l'Afrique centrale d'accélérer le changement de la structure de leurs économies afin de booster la croissance. Comment attirer les investisseurs en Afrique centrale, une sous-région où l'intégration économique n'est pas garantie, où la question des infrastructures routières se pose avec acuité? On en parle en deuxième partie de ce journal avec un expert des Nations Unies sur ces questions infrastructurelles. Dans le reste de l'actualité, des réfugiés nigérians installés au Cameroun depuis le mois de juin dernier viennent de recevoir des produits de première nécessité de la part du vice-gouverneur de l'un des États nigérians, également de l'ambassadeur du Nigeria au Cameroun. Ils ont été invités à retourner sur leur terre en raison de l'accalmie qui règne en relatif à la lutte contre la secte terroriste. Des précisions avec Mitterrand Dame et Julienne Berthe-Bissaï. Des produits de première nécessité sont remis aux réfugiés nigérians qui ont échappé à la mort du côté du Nigeria. Installés au Cameroun depuis 2 mois dans la localité de Atta, dans l'arrondissement de Bankim, département du Mayo-Bagno, ils ont accueilli à bras ouverts cette délégation conduite par le vice-gouverneur de l'État de Taraba au Nigeria,
ainsi que l'ambassadeur nigérian au Cameroun. Le vice-gouverneur rassure ses populations des mesures sécuritaires prises dans son pays. Il n'y a jamais été question d'insécurité. Ce qui s'est passé, c'est un clash entre les communautés Fulanis et Mambila. Le gouvernement fait tout son possible pour que ceux qui ont quitté leur localité y retournent. Nous allons tout faire pour que la paix revienne là-bas à jamais. C'est la raison de notre présence ici avec l'ambassadeur. Les autorités de Bankim pensent que c'est un grand geste de la part du pays voisin. Nous sommes donc très contents, d'ailleurs le sous-préfet l'a dit, de recevoir les réfugiés qui sont chez nous depuis longtemps seront réconfortés par l'appui alimentaire que ces autorités libérantes font. Ils sont venus avec un message d'espoir et de réconfort et ils ont également demandé à leurs sujets, à leurs nationaux de pouvoir repartir au Nigeria. Mais nous nous sentons très proches d'eux dans leur souffrance. C'était un événement malheureux qui a conduit à leur déplacement vers notre canton. La localité de Bankim, qui croule depuis juin dernier sous le poids de ces réfugiés, fait face à de nombreuses difficultés sur le plan sanitaire. Premièrement, il y a un manque en personnel. Je me sens très seul. Et il y a les retraités qui viennent en aide. Et en médicaments, le centre a besoin de médicaments pour prendre en charge les réfugiés qui sont là sur place. Et on a aussi les difficultés d'eau. Et ce qu'il y a l'adduction en eau, mais cette eau-là n'est pas régulière. Et au niveau même des centres de santé, il y a les lits qui nous manquent. Et aussi la table d'accouchement. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. En rappel, il y a 2 mois, les conflits agro-pastoraux au niveau de l'État de Taraba au Nigeria avaient provoqué la fuite de plusieurs personnes au canton de Atta, au Cameroun. Un public reportage avant la deuxième partie de ce journal, le laboratoire Biopharma qui lance la campagne Fais la rentrée scolaire avec Bactol, une initiative qui vise à lutter contre les infections dues aux bactéries en milieu scolaire. Reportage. Et c'est parti pour une rentrée scolaire sans bactéries avec le savon Bactol. Fabriqué par les laboratoires Biopharma, entreprise leader spécialisée dans le cosmétique, le savon Bactol, principale arme de lutte contre les microbes, a été présenté dans les différents établissements scolaires de la ville de Douala dans le cadre de la campagne Faites ta rentrée avec Bactol. L'initiative des laboratoires Biopharma vise à mettre les enfants à l'abri des multiples infections causées par des microbes. Nous savons que la rentrée scolaire est généralement une période assez déterminante pour nos petits écoliers, car c'est le moment pour eux de prendre le meilleur des cas possibles afin d'espérer une fin d'année en beauté. C'est malheureusement la période propice aux infections dues au contact des microbes dans des lieux tels que la cour de récréation, les cantines, les toilettes et bien d'autres. Donc, conscient de ces risques-là, nous avons décidé de mettre sur pied la campagne Faites ta rentrée avec Bactol. C'est une action qui consiste à éduquer, à sensibiliser les enfants sur les bons gestes à observer afin de rester à l'abri des microbes et des maladies. La grande équipe des laboratoires Biopharma s'est déployée dans les salles de classe, également dans les cours de récréation, pour sensibiliser les tout-petits sur les gestes à adopter et surtout comment se laver les mains et éliminer tous les microbes avec le savon Bactol. C'est ça qu'on appelle le savon Bactol des laboratoires Biopharma. Pourquoi on dit que c'est un savon antiseptique? Parce que ça tue les microbes sur les... Quand tu te lèves le matin, tu laves d'abord les mains. Quand tu as fini de laver les mains, tu te laves aussi avec le savon Bactol. Quand tu veux manger, tu laves les mains avec le savon Bactol. Quand tu as fini de manger, tu laves aussi les mains avec le savon Bactol. Dès qu'on a fini aux toilettes aussi, on lave les mains. Ici c'est Bactol, mais c'est en gel. La différence c'est quoi? Le savon Bactol, si on lave, on utilise l'eau. Mais ici on n'a pas besoin d'eau. Le son qui visiblement n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Les parents d'élèves et enseignants, eux aussi, n'ont pas hésité à se prêter au jeu.
Ces derniers saluent cette opération des laboratoires Biopharma. Ça permet en sorte que nous ayons moins d'élèves absents. Quand les enfants ne se lavent pas les mains, ils attrapent les maladies. Et quand ils ont des maladies, ils restent à la maison. Donc nous honorons cette initiative de Biopharma et surtout avec son savon Bactol. Biopharma est en train de mener une action vraiment citoyenne, une action humanitaire qui n'a pas de prix. Nous exhortons fortement Biopharma à continuer sur cette lancée. Déterminés à relever le défi zéro bactérie en milieu scolaire, les laboratoires Biopharma comptent s'étendre dans bien d'autres établissements scolaires afin de garantir aux élèves des conditions d'études optimales dans un environnement sain et encore sain. Nous invitons tous les responsables d'école et les directeurs qui nous regardent en ce moment, qui seront intéressés par cette action, à bien vouloir nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran, car nous restons ouverts pour la continuation de ce projet. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau un expert des Nations Unies sur les questions infrastructurelles, Tidani Chetima. Bonsoir. Bonsoir. Je précise également que vous travaillez sur l'initiative des clusters pour le Bureau Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies. Sur les infrastructures de transport dans la sous-région Afrique centrale, quel est l'état des lieux que vous avez dressé jusqu'ici? Alors l'état des lieux des transports en Afrique centrale est que c'est la sous-région la moins intégrée en matière d'infrastructures de transport. Lorsqu'on regarde les autres sous-régions, je donne l'exemple des infrastructures routières. Vous irez dans n'importe quelle sous-région, vous pouvez aller d'une capitale à une autre sur une route entièrement bitumée, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique centrale. Lorsqu'on veut aller de Yaoundé à Brazzaville, eh bien, on n'a pas une route digne du nom qui nous amène à la capitale de ce pays voisin. Donc en clair, les différentes capitales des 6 pays de la CEMAC ne sont pas reliées par un réseau routier de qualité, selon vous? En effet, nous regardons au-delà même de la CEMAC, considérons la CEAC, où nous avons 11 États membres. En réalité, les seules liaisons qui existent vraiment en route entièrement bitumée, c'est entre Kigali et Bujumbura, entre Yaoundé et Libreville, Yaoundé et Bata, et bientôt Yaoundé-N'Djamena. Autrement, toutes les autres capitales, pour aller l'une d'entre elles à l'autre, eh bien, vous avez des tronçons qui ne sont pas bitumés ou alors des tronçons bitumés en très mauvais état. Alors, quand vous regardez, vous observez la stratégie de développement de la CEAC, comment appréciez-vous la place accordée aux infrastructures de transport? Pour la CEAC et également pour les États, tous sont conscients de l'importance des infrastructures de transport. On ne peut pas se développer sans infrastructures de transport. On ne va pas faire des infrastructures de transport pour le plaisir, mais lorsque, par exemple, dans cette situation actuelle où nous discutons de transformation structurelle, on ne peut pas la faire, c'est un prérequis pour la transformation structurelle. Et il y a des initiatives qui sont lancées depuis 2004, lorsque les chefs des 11 États membres de la CEAC s'étaient réunis, ici même à Douala, pour décider de mettre en place un programme qui s'appelle Plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale. Et le premier objectif de ce plan était de relier toutes les 11 capitales des États membres par une route entièrement bitumée à l'horizon 2010. Alors nous sommes aujourd'hui en 2016, 2017. Quelle est l'évaluation que vous faites de ce programme? Alors la première évaluation que nous avions faite, c'était en 2010, à l'échéance de l'horizon fixé par les chefs d'État. Lorsque vous mettez tous les tronçons en bitume existants, nous n'étions qu'à moins de 51%. Seuls 51% de l'ensemble des tronçons routiers sont entièrement bitumés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à plus de 60% de la totalité des liaisons intercapitales qui soient entièrement bitumées. Quelles sont les causes de ce retard dans les objectifs assignés dans le cadre de ce programme? C'est la mise en œuvre, parce qu'en général, nos chefs d'État
s'engagent, prennent des engagements fermes, mais c'est à chaque État de mettre en œuvre cet engagement-là. Et malheureusement, il y a, pour certains pays, pour des raisons sécuritaires, pour d'autres qui ne considèrent pas tout à fait les infrastructures de transport comme priorité, ont d'autres agendas et n'arrivent pas à mettre en œuvre cet engagement pris par les chefs d'État. Kilani Chetima, vous avez cité la menace sécuritaire. Elle se vit sur le corridor Douala-N'Djamena-Bangui. Comment elle impacte sur les infrastructures de transport, sur la circulation des biens et des personnes dans la sous-région? Oui, justement, le problème qui se pose en Afrique centrale, généralement en dehors de la sécurité, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Par l'absence des infrastructures de transport, mais même lorsqu'elles existent, par exemple, comme vous le dites si bien, entre Douala et Bangui, Douala et N'Djamena, il y a ce que nous appelons les barrières non tarifaires, qui sont un coût énorme pour le transport des marchandises. Et cette question sécuritaire nous amène à retarder davantage le temps de transport, à allonger le temps de transport. C'est normal. Nous militons à la CEA pour la levée des barrières non tarifaires, mais ici, lorsqu'on vous pose le problème de la sécurité, vous pouvez voir des barrières à tous les 50 km pour vérifier le contenu des cargaisons. Et les transporteurs routiers estiment qu'il y a d'autres tracasseries qui viennent se greffer aux contrôles jugés normaux concernant la sécurité. Bien entendu. Souvent, c'est un prétexte pour retarder, et ensuite, vous savez ce que c'est, lorsqu'il y a une barrière de contrôle, en général, ça se termine, disons-le clairement, par un échange de monnaie. Et malheureusement, les transporteurs se plaignent du fait qu'ils ont les papiers nécessaires, leur cargaison n'a rien d'illicite dedans, mais pour gagner du temps, ils sont obligés de payer des tarifs qui ne sont pas du tout officiels. Et ce problème-là, on le rencontre sur le corridor Douala-N'Djamena, Douala-Bangui. Alors, est-ce que les pays membres de la CEAC ont les moyens financiers pour pouvoir justement réaliser ces projets infrastructurels transnationaux pour relier les différentes capitales? Absolument. L'Afrique centrale est une région immensément riche. Lorsqu'on va en Afrique de l'Ouest, qui a réalisé cet objectif-là depuis des dizaines d'années, sans exagérer, au moins 20 ans, que dans l'espace CEDEAO, on peut aller d'une capitale à une autre sur une route entièrement bitumée. Et l'Afrique centrale est composée de pays suffisamment riches pour réaliser ces infrastructures qu'on peut considérer comme des infrastructures de base aujourd'hui pour le développement de la sous-région. Justement, quel est l'enjeu de développer et moderniser les infrastructures de transport lorsqu'on veut opérer une transformation structurelle des économies en Afrique centrale? Alors, la transformation structurelle telle que nous la définissons, c'est de passer d'une situation où il y a une faible addition de valeur pour des activités qui ont une valeur ajoutée plus importante. Pour réaliser ça, nous pensons à l'industrialisation et particulièrement dans le domaine manufacturier. Cela veut dire qu'il y a des zones où nous allons produire, nous allons transformer. Il faut bien accéder à ces zones-là pour pouvoir produire, mais également partir de ces zones-là pour exporter les productions. Les infrastructures de transport, dans ce cas, ont un rôle très très important et un rôle qu'on ne peut pas négliger. Alors la crise économique, vous le savez, touche de plein fouet l'Afrique centrale. Certains pays ont conclu des programmes de redressement économique avec le FMI. Dans un tel contexte, pensez-vous que la priorité pourra toujours être accordée au développement des infrastructures de transport avec ces difficultés financières que traversent plusieurs pays d'Afrique centrale? Oui, pour se sortir de ce cercle-là, dans tous les cas, nous sommes obligés de produire, d'exporter, et gagner des devises, et on ne peut pas rester enfermé dans ce cercle-là et continuer au service de la dette.
Donc les bailleurs de fonds ne sont pas du tout opposés au développement des infrastructures, mais il faudrait que ce soit des infrastructures qui soient justifiées économiquement. Et nous avons la possibilité, effectivement, de prouver que la plupart des infrastructures de transport, il faut les penser dans l'optique de corridors de développement. Maintenant, on ne développe plus les infrastructures de manière isolée. Justement, vous parlez de corridors de développement. Quel type d'infrastructure de transport faut-il aménager dans la CEAC? On voit des autoroutes du côté de l'Afrique de l'Ouest. On voit des TGV qui permettent de relier des capitales en Afrique de l'Est. Dans la zone CEAC, quel type d'infrastructure de transport faut-il pour justement avancer vers cette transformation structurelle? Alors, il faudrait privilégier la route déjà. C'est les infrastructures primaires à développer et le rail également. Lorsqu'on voit les distances, lorsqu'on voit la capacité du train pour le transport des marchandises, nous sommes dans une région qui est riche de matières premières, une région qui a besoin de transporter ces matières premières, même si nous recommandons de transformer ces matières premières. Le rail est également une solution pour l'Afrique centrale. Donc, c'est de développer les infrastructures de transport routier, mais également le transport par le rail, mais également le transport fluvial. Le transport fluvial est un type de transport qui ne coûte pas excessivement cher et la sous-région est dotée de cours d'eau qui sont navigables. C'est une option à ne pas négliger en Afrique centrale. Il y a ce projet ferroviaire entre Ngaoundéré et N'Djamena qui permettra de relier le Cameroun et le Tchad. Ça fait de nombreuses années qu'on en parle. Les populations ont le sentiment que le gouvernement avance à pas de tortue. Quel est le regard de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sur ce type de projet? Ce type de projet fait partie du plan directeur consensuel des transports dont je parlais. Cette liaison est importante. Le Tchad étant un pays enclavé qui n'a que le port de Douala pour accéder à la mer, le transport routier est excessivement cher. Donc c'est la solution aussi bien pour le Tchad que pour la RCA, c'est de pouvoir utiliser ce rail, ce transport ferroviaire, et c'est des infrastructures qui demandent beaucoup de ressources financières. Donc les États en sont conscients et les États y travaillent. Le Tchad et le Cameroun y travaillent. Le problème majeur, c'est de pouvoir lever les fonds pour réaliser ces infrastructures. Et malheureusement, les bailleurs de fonds ne sont pas... Ils sont très frileux lorsqu'il s'agit de développer des infrastructures ferroviaires en Afrique. Est-ce que l'une des pistes comme solution ne pourrait pas être l'appel au secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre et la modernisation des infrastructures de transport? Comment opérer avec le secteur privé, le secteur public pour mettre sur pied de tels projets? Oui, absolument. Le partenariat public-privé est une bonne source de financement des infrastructures de transport. Ça s'est fait en Afrique australe où ils ont pu construire des autoroutes et le promoteur qui a pu récupérer son investissement à travers les péages qui sont payés par les utilisateurs. Merci Tidjani Chetima. Je rappelle que vous êtes un expert des Nations Unies sur les questions infrastructurelles. Vous travaillez sur l'initiative des clusters pour le bureau Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à rester sur Equinox Télévision. Juste après ce journal, l'émission Regard Social, présentée par Eric Kouamo. Bonne soirée sur Equinox Télévision. De la localité, encore sous le choc. Je suis venu aussi vous dire, n'est-ce pas, que tout sera mis en œuvre pour retrouver ceux qui ont perpétré ces crimes abominables pour qu'ils répondent de leurs actes. En plus des enquêtes scientifiques en cours, Michael Tenemo met à contribution les détenteurs du pouvoir mystique dans la recherche des coupables de l'assassinat du défunt proviseur. J'ai demandé au chef ici présent d'user de nos procédés, de nos technologies mystiques positives pour que
ceux qui ont perpétré, n'est-ce pas, ce crime odieux puissent, n'est-ce pas, répondre de leurs actes. Interpellés dans cette chasse aux meurtriers du proviseur Charles Etundi, notables et chefs traditionnels du coin promettent de jouer le jeu. C'est pas un pasteur, c'est pas un proviseur, c'est pas un prêtre qui doit être assassiné. Parce que c'est les gens qui sont chargés de convoyer les intelligences. Comme l'a dit le sous-préfet, nous ferons ce qui est de notre possibilité pour pouvoir mettre la main sur ces malfrats. Et pour taire la polémique sur les mobiles de ce maître qui serait lié aux origines de ce défunt chef d'établissement, les notables et patriarches de Kunga, à la suite du sultan de Bamoun, rejettent la thèse d'un assassinat tribaliste. Le proviseur était un Camerounais. Il est mort, comme nous le disons dans l'armée, sur le champ de bataille. Restons sereins, restons courageux. Face à une famille éducative, tout apeurée dans toute la ville, le sous-préfet Michael Tenemo réaffirme la primauté de l'État dans la sécurité des citoyens. Ne pensez pas, n'est-ce pas, que vous avez été abandonné. Non. Vraiment, j'ai eu dit hier, n'est-ce pas, que certains enseignants projetteraient une marche aujourd'hui. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Dans la mesure où l'État ne vous a jamais abandonné. Et il continuera, n'est-ce pas, à tout faire, n'est-ce pas, pour assurer votre sécurité. Enseignants et élèves du lycée bilingue Ibrahim Bombodjoya de Fumban attendent vivement que toute la lumière soit faite sur le meurtre de leur proviseur. En plus des agressions mortelles, des réseaux d'arnaques gravitent autour des palais de justice au Cameroun. 2 individus ont usurpé le titre d'avocat pour extorquer une somme de 80 millions de francs CFA à une victime dans la capitale économique. Des vrais avocats crient au scandale et tentent d'édifier les usagers sur les méthodes pour reconnaître l'ivresse, pour reconnaître le bon gré de l'ivresse. Reportage avec Gladys Sidier. La profession d'avocat est de plus en plus gangrénée par des imposteurs, des sans-foi ni loi qui recrutent leurs victimes à l'entrée des tribunaux. La dernière victime en date dans la ville de Douala s'est fait estorquer plusieurs millions de francs CFA. Les faux avocats en stage dans un cabinet de sources policières utilisaient des documents appartenant à un avocat inscrit au barreau du Cameroun. Il était donc difficile pour la victime de les démasquer. La personne qui a dépensé 80 millions a été trop naïf. Parce que vous ne pouvez pas raconter quelqu'un au bord de la route pour commencer à parler, n'est-ce pas, d'une affaire de tel ambigu, sans, n'est-ce pas, chercher à savoir qui est la personne à qui vous parlez. Vous devez d'abord aller vérifier là où se trouve son cabinet. Parce que c'est sûr qu'il y a un échange de documents. Ou bien, vous devez demander aux autres avocats que est-ce que telle personne, parce que si vous seulement allez parler de justice, vous demandez à telle ou telle personne est-ce que telle personne est avocat ou pas. Vous pouvez bien vérifier. On a des tableaux. Et ces tableaux se trouvent récemment dans le bureau, dans le cabinet de certains avocats. De l'avis de l'avocat, plusieurs signes peuvent tout de même permettre de distinguer un homme de loi confirmé d'un imposteur. Et donc, lorsque vous constatez que le cachet d'ivoire de son nom, vous devez chercher à savoir pourquoi. Je vois le nom de son cachet, on avait écrit Maître Achou. Mais le sens de parler avec M. Babila, Maître Babila, ça veut dire que qui ne va pas. Comme ça, il y a des escrocs dans tous les métiers. Il y a des usurpateurs électriques dans tous les métiers. Mais c'est à vous, le client, n'est-ce pas, de vérifier que la personne à qui, n'est-ce pas, vous avez affaire, n'est-ce pas, est celui-là avec qui vous voulez vraiment traiter. Nos clients viennent, n'est-ce pas, par les recommandations de notre client. C'est-à-dire que le client vous recommande que vous voyez l'avocat pour le voir, vous donne son adresse. Vous venez vérifier là où il est, et vous donne sa carte de visite. Mais si vous ne faites pas ça, vous commencez à engager rapidement sans vérifier, cela dit qu'il y a eu des complices qui vous ont trompé. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut trouver quelqu'un en route. Il n'a pas de bureau et vous commencez à traiter avec la personne. Les autorités compétentes sont aussi invitées à filtrer les entrées des tribunaux, lieu où s'établit très souvent le premier contact entre les victimes et leurs bourreaux. Je vous le disais en titre, le cercle vicieux des crises économiques vécues en Afrique centrale préoccupe les Nations Unies. Sa commission économique pour l'Afrique scrute les difficultés qui plombent le développement industriel de la sous-région Afrique centrale. Un comité intergouvernemental d'experts est réuni à Douala depuis quelques jours pour élaborer des réformes structurelles. Nord-Ouest et le Sud-Ouest.
Que Dieu bénisse et relève le Cameroun. Pendant ce temps, rien n'a été décidé sur le sort des personnes encore incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Mancho BBC, l'un des leaders de cette contestation anglophone, et d'autres co-accusés étaient au tribunal militaire ce jeudi à Yaoundé. L'audience a été perturbée par le malaise d'un avocat de la partie civile et l'affaire a été ajournée au 26 octobre pour composition régulière du tribunal. Alors que les internautes camerounais se plaignent de la qualité de la connexion Internet, certains soupçonnent le gouvernement d'avoir l'intention de procéder à une nouvelle coupure de la connexion Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le ministre des Postes et Télécommunications dément ces allégations. Minette Libon-Likem dénonce des manipulations et dérives auxquelles se livrent les usagers des réseaux sociaux en toute irresponsabilité. Une autre affaire qui continue de cristalliser l'attention de l'opinion nationale, c'est le procès qui oppose les victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka à la société Camrail, pénalement responsable de ce drame. L'audience correctionnelle s'est tenue ce jeudi matin au tribunal situé à Ezeka. L'ancien directeur général de Camrail, Vandenbonne Didier, et 12 autres personnes sont poursuivis pour activités dangereuses, homicides et blessures involontaires. Selon un collectif d'avocats des victimes, les débats vont s'ouvrir le 11 octobre 2017, date de la prochaine audience. Une série noire de viols sur mineurs défraie la chronique. Dans le 5e arrondissement de Douala, des jeunes garçons sont victimes d'abus sexuels depuis plusieurs mois et le parent de l'une des victimes a choisi de briser le silence et surmonter les menaces pour porter plainte contre le présumé auteur de ces actes. Farel Bounia et Étienne Pascal Azégué. Au micro que la mère du petit Alain Magloire a souhaité se confier à l'équipe de reportage d'Equinox Radio et Télévision. Elle qui soutient mordicus que son fils a été agressé sexuellement par un certain Junior qui sera âgé de 20 ans et habiterait le quartier Bépanda 54 Escalier. Dans la nuit de dimanche, j'ai été interpellée à la maison. C'est ma nourrice qui m'appelle, celle qui vient avec l'enfant qui m'appelle et me dit demain matin à 6h il faut venir à la maison. Quand je dis mais qu'est-ce qu'il y a, elle me dit que l'enfant a été, qu'il y a un certain Junior au quartier qui a violé l'enfant par derrière. J'ai appelé deux de mes amis qui sont allés dans la maison de Junior là. C'est là où on lui pose la question de savoir si ce qu'on dit est vrai. Il dit que lui c'est vrai, on dit que tu as fait ça combien d'enfants. Il a cité le nom des 3 enfants comme nous étions 3 parents. Passé cette étape d'alerte, Dédi, qui est le petit nom de la mère de la victime, s'est par la suite rapproché des services sanitaires pour s'enquérir de l'état de santé de son fils. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital des deux, il y a une dame qui nous a reçu, elle a consulté mon fils, elle a dit réellement l'enfant a été violé, mais la nuque de l'enfant est légèrement ouverte. La dame demande à l'enfant, il faut faire ça quand? Il dit qu'il avait fait ça un mercredi quand il était rentré de classe et samedi. On nous a demandé de venir le lendemain faire le test de VIH. Si l'enfant n'a pas été infecté, je suis venue le lendemain faire le test de VIH. Moi j'ai dit, je ne peux pas accepter le résultat qu'on a fait tant qu'on n'a pas passé les appareils sur l'enfant pour voir si réellement l'enfant n'a pas été détruit de l'intérieur. Quand j'arrive à l'hôpital à Kentini, le lundi, à peut-être midi, j'ai marché, les autres infirmières ne reconnaissaient pas que j'étais un proctologue. L'examen proctologique du petit Alain Magloire indique certes aucune particularité, mais sa génitrice a déposé une plainte auprès du commissariat du 7e arrondissement. Le présumé violeur, qui ne serait pas son premier forfait, dit avoir été initié dans une église à Belabo dans la région de l'Est Cameroun, d'après la mère de la victime. Le dit Junior déclare qu'il est dans une église. C'est à l'église que on a commencé à lui faire ça. Que celui qui lui a fait ça sort d'une église, faisait la chorale ensemble. C'est là où celui-là a commencé à lui faire ça. Il a donné le nom du gars où il a parlé d'un certain Arnold à Belabo. C'est là où lui il a pris goût et qui est en train de faire ça sur les enfants. Les informations recoupées auprès du commissariat du 7e arrondissement de Douala vont nous révéler que Junior, le présumé violeur, a été déféré au parquet de Ndokoti, où l'affaire va certainement suivre son cours. Vous n'avez peut-être pas oublié ce proviseur du lycée bilingue de Fumban, poignardé à mort durant une agression dans sa résidence, alors que les mobiles de ce crime sont flous.
Des moyens scientifiques et même mystiques sont mobilisés pour retrouver les meurtriers et les commanditaires de cet acte odieux et barbare. Autorités administratives et traditionnelles ont pris cet engagement ce jour à Fumban. Mama Soufor, Dalastiana et Jean-Paul Chougnat. Quelques jours après le meurtre du proviseur Charles Etoundi, le sous-préfet de Fumban vient présenter les condoléances de l'autorité publique et apaiser la douleur de la famille éducative du lycée Bilek. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la réponse musclée du chef de l'État au mouvement sécessionniste anglophone. Selon le gouverneur du Sud-Ouest, Paul Biya vient d'ordonner une mobilisation de l'armée pour contrecarrer cette tentative de partition du Cameroun telle que projetée le 1er octobre 2017 face à la menace séparatiste. L'on note qu'il y a 72 heures de couvre-feu qui sont annoncées dès demain vendredi dans le Sud-Ouest. Cette décision des autorités administratives résonne dans les esprits comme un air d'état d'urgence. À suivre dans ce journal l'intégralité des mesures de restriction des libertés qui entrent en vigueur dès demain vendredi et la réaction de la classe politique. Le cercle vicieux des crises économiques vécues en Afrique centrale préoccupe les Nations Unies. Sa commission économique pour l'Afrique scrute les difficultés structurelles qui plombe le développement socio-économique de la sous-région Afrique centrale. On en parle au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Suite aux escalades de violence, la propagation des messages radicaux et sécessionnistes anglophones, le gouverneur du Sud-Ouest annonce une mobilisation de l'armée pour préserver l'intégrité du territoire, garantir la sécurité des personnes et leurs biens dans cette région en proie à la crise anglophone. Bernard Okalabilai précise qu'il s'agit d'une instruction du chef de l'État. Dans un tel climat tendu, le gouverneur du Sud-Ouest exhorte les populations à rester calmes. Il les invite à ignorer les appels à manifestation pour ce week-end. Le gouverneur du Sud-Ouest déclare que les éventuels fauteurs de troubles vont faire face à une réaction ferme des forces armées. L'autorité administrative conseille aux parents de garder leurs enfants à la maison. Et pour contrecarrer cette tentative de partition du Cameroun, une série de mesures de restriction est annoncée dès demain vendredi à partir de 21 h jusqu'à lundi 2 octobre 2017 dans la région du Sud-Ouest. Selon le gouverneur de cette région, la circulation des motos-taxis est interdite dès demain vendredi soir. Le transport interurbain est suspendu entre les différentes villes et départements du Sud-Ouest. Les frontières maritimes et terrestres sont fermées. Les snack-bars et discothèques sont interdits de fonctionner à partir de demain vendredi soir jusqu'à lundi. Toutes les activités économiques portuaires et de pêche sont suspendues. Le gouverneur interdit les rassemblements de plus de 4 personnes dans les lieux publics dès demain vendredi soir. Et toutes ces mesures de restriction entrent en vigueur dès demain vendredi à partir de 21 h et sont en vigueur jusqu'à lundi 2 octobre 2017 dans la région du Sud-Ouest. C'est un communiqué signé du gouverneur de cette région. Au regard de la tournure radicale de la crise anglophone, la réaction musclée des pouvoirs publics est-elle appropriée pour apaiser les tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Le docteur Adamou Ndamjoya estime que cette utilisation de la force disproportionnée ne va pas arranger la situation. Le président de l'UDC pense qu'il faut privilégier le dialogue en vue de préserver l'avenir sociopolitique du Cameroun. Évocation dans ce reportage de Joël Essengue et Guy Zogo. À l'Union démocratique du Cameroun, UDC, la situation préoccupante consécutive à la crise anglophone qui a conduit aux événements du 22 septembre dernier est regrettable, selon le président de ce parti. Tout patriote, tout républicain, tout Camerounais qui aime son pays, on peut être malheureux, très malheureux, d'avoir à faire face à de tels événements, de voir que les fils et les filles de notre pays connaissent des confrontations
violente, avec des victimes. C'est très malheureux. Loin cependant de la posture qui consiste à accabler, l'UDC appelle à s'interroger sur le pourquoi de cette situation. Ce qui est préoccupation, qui doit être notre préoccupation, ce n'est pas pleurer ou accuser ou crier, c'est se demander pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. Aussi, du point de vue de ce parti, les causes de l'échec actuel sont connues. Nous en sommes arrivés parce que dans le fond, il y a eu des lectures diverses en ce qui concerne la vie de notre pays. Ces lectures qui n'ont pas amené des générations depuis l'indépendance à imiter les pères fondateurs qui avaient cru à nos particularités, qui avaient cru à nos diversités. De la sorte, selon le président de l'UDC, il n'y a qu'à suivre les pas culturels en vue de diversifier les économies de la sous-région. Des précisions avec Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangao. Dépendant des revenus du pétrole, pour la plupart d'entre eux, les pays de l'Afrique centrale, depuis l'instabilité et la chute du prix du baril, ont du mal à maintenir leurs économies dans la croissance. Une situation qui, selon des experts du Centre des données de l'ONU, doit vite trouver des solutions palliatives. Il faut casser cette dépendance dans le secteur pétrolier et créer une économie à base large. Il faut créer des industries qui feraient plus de participation, notamment les industries manufacturières. Elles sont connues dans le monde à avoir un potentiel à créer beaucoup plus d'emplois décents qui emploient le maximum parce qu'elles sont moins intensives en capital mais plus intensives en facteur travail. Donc ça permet de générer des emplois décents pour la majorité de la population. Contrairement au secteur extractif qui demande peu de facteurs travail mais plus de capital. La récession économique se dessinant pour ces pays de l'Afrique centrale, leurs restrictions dans des programmes d'ajustement structurel étaient évidentes. Vous savez que pour un pays, pour qu'il continue de croître, il faut qu'il continue de donner confiance, n'est-ce pas? Un pays qui est en perpétuelle récession n'attire pas les investisseurs. Un pays qui connaît des déséquilibres tels que l'inflation et tout ça n'attire pas les investisseurs. Donc il faut une certaine stabilisation macroéconomique. D'où l'objectif de ces programmes d'ajustement. C'est nécessaire pour le court terme, mais ces pays eux-mêmes se sont engagés dans le long terme à poursuivre une diversification intensive dont je parlais tantôt. Diversification de l'économie dans le sens de ne plus être complètement dépendant de ces secteurs extractifs. Il est donc impératif pour ces pays de l'Afrique centrale d'accélérer le changement de la structure de leurs économies afin de booster la croissance. Comment attirer les investisseurs en Afrique centrale, une sous-région où l'intégration économique n'est pas garantie, où la question des infrastructures routières se pose avec acuité? On en parle en deuxième partie de ce journal avec un expert des Nations Unies sur ces questions infrastructurelles. Dans le reste de l'actualité, des réfugiés nigérians installés au Cameroun depuis le mois de juin dernier viennent de recevoir des produits de première nécessité de la part du vice-gouverneur de l'un des États nigérians, également de l'ambassadeur du Nigeria au Cameroun. Ils ont été invités à retourner sur leur terre en raison de l'accalmie qui règne en relatif à la lutte contre la secte terroriste. Des précisions avec Mitterrand Dam et Julienne Berthe-Bissaï. Des produits de première nécessité sont remis aux réfugiés nigérians qui ont échappé à la mort du côté du Nigeria. Installés au Cameroun depuis 2 mois dans la localité de Atta, dans l'arrondissement de Bankim, département du Mayo-Bagno, ils ont accueilli à bras ouverts cette délégation conduite par le vice-gouverneur de l'État de Taraba au Nigeria ainsi que l'ambassadeur nigérian au Cameroun. Le vice-gouverneur rassure ces populations des mesures sécuritaires prises dans son pays. Il n'y a jamais été question d'insécurité. Ce qui s'est passé, c'est un clash entre les communautés Foulanis et Mambila. Le gouvernement fait tout son possible pour que ceux qui ont quitté leur localité y retournent. Nous allons tout faire pour que la paix revienne là-bas à jamais. C'est la raison de notre présence ici avec l'ambassadeur. Les autorités de Bankim pensent que c'est un grand geste de la part du pays voisin. Nous sommes donc très contents, d'ailleurs le sous-préfet l'a dit, de recevoir les réfugiés qui sont chez nous depuis longtemps.
seront réconfortés par l'appui alimentaire que ces autorités nigérianes ont fait. Ils sont venus avec un message d'espoir et de réconfort et ils ont également demandé à leurs sujets, à leurs nationaux de pouvoir repartir au Nigeria. Mais nous nous sentons très proches d'eux dans leur souffrance. C'était un événement malheureux qui a conduit à leur déplacement vers notre canton. La localité de Bankim, qui croule depuis juin dernier sous le poids de ces réfugiés, fait face à de nombreuses difficultés sur le plan sanitaire. Premièrement, il y a un manque en personnel. Je me sens très seul. Et il y a les retraités qui viennent en aide. Et en médicaments, le centre a besoin de médicaments pour prendre en charge les réfugiés qui sont là sur place. Et on a aussi les difficultés d'eau. Bien sûr qu'il y a l'adduction en eau, mais cette eau-là n'est pas régulière. Et au niveau même des centres de santé, il y a les lits qui nous manquent. Et aussi la table d'accouchement. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. On rappelle, il y a 2 mois, les conflits agro-pastoraux au niveau de l'État de Taraba au Nigeria avaient provoqué la fuite de plusieurs personnes au canton de Atta, au Cameroun. Des pères fondateurs. Non seulement les pères fondateurs ont donné les bases juridiques du pays. Ces bases juridiques qui ont abouti à la naissance de la fédération, la République fédérale du Cameroun. Mais ils ont aussi donné des bases politiques, des formules d'approche sur la base de concertation, sur la base de dialogue, pour continuer en harmonie à consolider des particularités qui font du Cameroun cette Afrique en miniature. Ce qui consolide la critique à l'endroit de la marche du Cameroun depuis 1961. Mais malheureusement, nous avons assisté progressivement à l'élimination des formations politiques après 1961 pour arriver à une seule formation politique, maintenant à la République unie du Cameroun, après le référendum de 1972. Bon, est-ce que ça s'est fait sur des bases de concertation? Mais cela peut se revendiquer de la démocratie qui est un référendum. C'est ça. Mais est-ce que ça a respecté l'esprit des pères fondateurs? C'est ça le point d'interrogation. Malgré les insuffisances ainsi relevées, l'UDC appelle à ne pas réitérer les événements qui ont ensanglanté le Cameroun après son indépendance. Nous avions assisté aux premières heures de l'indépendance, juste avant l'indépendance, à des tueries dans les maquis, à des assassinats dans les maquis, que ce soit dans la Sénégal-Maritime ou à l'ouest. Nous avons assisté à des traumatismes très forts qui marquent encore les populations. Nous ne voulons plus de cela. Un message d'apaisement dont la portée sera confrontée à la réalité le 1er octobre prochain. Après l'échec de certains membres du gouvernement dans la résolution de la crise anglophone, des acteurs politiques se proposent d'être les médiateurs d'un dialogue plus inclusif. C'est le cas d'Olivier Billet de l'UFP. Il s'exprime dans ce reportage de Guy Zogo. Devant la crise anglophone qui s'aggrave, Olivier Billet se pose en recours. Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, le président de l'Union pour la fraternité et la prospérité, UFP, s'est porté candidat pour conduire une médiation dans cette crise. Face à l'impasse radicale vers laquelle cette affaire a mené le pays tout entier, et considérant les périls incalculables auxquels la nation est désormais exposée, je me rends disponible, ici et maintenant, pour diriger une médiation ouverte qui se révèle aujourd'hui indispensable. Il souligne néanmoins qu'il revient désormais au chef de l'État par un acte de mettre en route cette initiative. Le président de la République doit prendre un décret de mise en place de cette commission-là, de médiation. Parce qu'au point où nous sommes rendus, je ne vois personne aborder la question sous l'angle de la médiation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me rendre disponible. Je ne me suis pas porté candidat, je préfère l'expression se rendre disponible pour le pays afin de conduire cette médiation.
En attendant, le président de l'UFP a déjà sa feuille de route constituée de points précis à dérouler. Il s'agit tout simplement de mettre en œuvre le programme de médiation en 5 points ci-après. 1. Constituer la totalité de l'équipe de médiation en désignant les autres membres de cette commission. 2. Préparer et organiser le grand dialogue national. 3. Organiser une consultation populaire sous la forme d'un référendum sur le thème de la forme de l'État désiré par le peuple du Cameroun issu de la partie anglophone. 4. Établir les modalités de mise en application des différentes résolutions prises sous la houlette du comité de médiation. 5. Enfin, organiser des activités de réjouissance populaire et nationale, y compris des prières d'action de grâce à l'Éternel, après la mise en œuvre de l'ensemble des résolutions et modalités du vivre ensemble, ainsi décidées par les Camerounais des deux rives du Mungo. Le président de l'UFP souligne néanmoins, pour le regretter, la sortie de l'Assemblée nationale qui, à son sens, a adopté un ton belliciste. J'ai été étonné du ton de ce communiqué. J'ai été étonné des relents bellicistes et des relents, je dirais, anti-dialogue finalement, qui ressortaient de ce communiqué. Il me semble que le temps ne peut pas être à des propos qui sont des propos de stigmatisation, à des propos d'invective, à des propos de provocation, de part et d'autre d'ailleurs. Cette initiative de l'UFP rejoint celle de Cabral Libi, l'initiateur du mouvement 11 millions d'inscrits qui s'est aussi porté candidat via Internet à conduire une telle mission de bons offices dans le nord.